Bonjour tout le monde et bienvenue à Opinion d'aînés, une nouvelle formule qui défend cependant toujours les intérêts des personnes âgées. Aujourd'hui, on va parler de bénévolat et de fraude. Et comme d'habitude, je suis avec Dominique Delbaste. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour Alain et à tous. La semaine dernière, Dominique, je vous ai demandé pourquoi il y avait autant de femmes qui faisaient du bénévolat et si peu d'hommes. Eh bien, je m'étais trompé. Les hommes font plus de bénévolat que les femmes. Et pourquoi vous êtes-vous trompé alors? Très humain. Et moi, je pensais qu'avec la réponse que j'ai faite, j'allais me faire blaster, mais non, c'est bien passé. Ça, c'est bien passé. Alors, selon les derniers chiffres disponibles, là, on constate que chez les 65 ans et plus, il y a 69 % d'hommes qui font du bénévolat, et chez les femmes, c'est 57 %. C'est quand même des pourcentages très importants. D'ailleurs, au total, chez les aînés, là, nous sommes plus d'1 million au Québec à nous dépenser bénévolement. Et dans le vaste domaine de la santé et de l'éducation, bien sûr, les femmes sont très présentes, ce qui influence peut-être nos perceptions. C'est peut-être pour ça que je pensais qu'il y avait plus de femmes que d'hommes qui faisaient du bénévolat. Alors que les hommes, eux, ils s'impliquent davantage dans des activités plus individuelles ou dans les sports, beaucoup aussi. Alors, Dominique, vous, faites-vous du bénévolat, évidemment, à part de cette émission que nous faisons bénévolement? Ben oui, Alain, je fais du bénévolat à l'intérieur de l'AQDR, qui est un organisme au Québec et qui a beaucoup de sections locales, qui s'occupe de la défense des aînés et des droits des aînés. Alors, je fais un peu de bénévolat dans cet organisme-là. Bon, moi aussi, j'en ai fait dans différents domaines, puis j'ai constaté un certain nombre de choses, et c'est ça maintenant que je vais expliquer. L'expérience, là, ça m'a appris qu'il faut se méfier des super bénévoles, ceux qui en font trop. Il y en a comme ça, des gens, ce sont des zélés, qui consacrent de très nombreuses heures à leur cause. Bon, OK, ils sont très méritoires, c'est extraordinaire le sacrifice qu'ils font, mais ils découragent tellement les autres. Ceux qui se disent, moi, je peux pas vivre en état de sainteté, là, comme ça, ni mettre un engagement bénévole au centre de ma vie. Il y a une autre espèce aussi qui m'agace un peu des fois, c'est que c'est ceux qui font du bénévolat à la même place depuis des années. Habituellement, ils sont présidents ou pas loin d'un organisme, d'une activité. Alors, fatalement, là, quand on est là très longtemps en poste, on finit par se considérer comme les propriétaires de l'initiative ou de la cause qu'on défend. Et ça, bien sûr, c'est pas idéal, même si c'est très méritoire, il faut du sang neuf de temps en temps. Et c'est pas le cas de tout le monde là, qui s'accroche, mais il y en a quelques-uns. Autre type aussi qui est fréquent de bénévoles, c'est ceux qui ne peuvent jamais dire non et qui en font de plus en plus. Puis à un moment donné, ils sont plus capables, ils fournissent pas. Alors, le bénévolat, c'est comme à la Société des alcools. Il faut y aller avec modération, OK? Ça doit être agréable, pas une corvée. Je te coupe Alain, mais est-ce que souvent le gouvernement ne prend pas les bénévoles comme une sorte d'appui ou d'employé? Parce que récemment, j'ai été dans un hôpital. Il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient là pour guider les malades. Et ce n'étaient pas des employés, mais c'était des gens bénévoles. Alors, est-ce que dans la faune des gens qui travaillent, le mélange avec les bénévoles se fait bien? Oui, généralement, parce que ça fait assez longtemps que la frontière est nette entre les employés et les bénévoles. Les bénévoles sont là pour faire d'autres choses, pour donner un soutien, souvent beaucoup plus moral que le soutien physique, mais ils ne remplacent pas les préposés aux bénéficiaires et tout le reste du personnel dans un établissement de santé. Alors ça, les syndicats sont devenus, avec le temps, habitués, beaucoup moins ombrageux envers les bénévoles. Et ben voilà, c'était mon sujet, mon sermon de la semaine. Mais en terminant là, ce sujet-là, savez-vous, Dominique, en quelle catégorie de bénévolat il y a la plus longue liste d'attente, là, des gens qui ne demandent qu'à donner leur temps et qui doivent attendre?
Ah, bah c'est une bonne question. C'est bizarre comme question. Je suis sûr que c'est pas pour aller dans les CHSLD. Non, parce que dans les CHSLD, c'est terrible. Il y a très peu de bénévoles, il y a très peu de parents, de proches aidants qui se manifestent. Ça, c'est une autre affaire. Mais là où il y a une très longue liste d'attente, c'est dans les pouponnières. Ah oui! Ah oui, bercer des nouveau-nés, là, hein, quel plaisir. Alors, c'est très couru. Mettez-vous sur la liste à votre hôpital. C'est vrai que c'est plus agréable de bercer des poupons que des vieux qui sont palités. Ah oui, quoi que les vieux, il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on s'en occupe. Maintenant, vous avez un invité à nous présenter, quelqu'un qui organise des activités pour les aînés. Et oui, c'est un homme qui se soucie beaucoup de l'isolement des aînés, qui veut éviter l'isolement des aînés et qui a mis sur pied un système par Internet, Facebook, qui réunit les gens dans des repas, dans des activités sportives, dans des marches. Alors, je vous le présente, c'est Jean-Pierre Racicot. Alors, bonjour Monsieur Racicot. Oui, bonjour, monsieur. Bienvenue à Opinion d'aînés. Bonjour. Alors, Monsieur Racicot, vous avez créé un club ou une association de retraités actifs. En fait, c'est un groupe qui est présentement sur Facebook. Ça ne sera peut-être pas éternellement sur Facebook, mais là, c'est sur Facebook. Et c'est un groupe qui s'appelle les Retraités proactifs du Québec, dont le principal objectif est d'aider les gens à la retraite. On parle d'aînés, ça peut être des pré-retraités aussi, qui ont besoin de briser l'isolement. Parce que quand on prend notre retraite, très souvent, on se trouve à perdre notre vie sociale parce qu'on fréquente les collègues, on a des loisirs avec les gens qu'on côtoie à tous les jours, puis même dans la journée, c'est une forme de vie sociale, même le travail. On se trouve à perdre ça. Et on se retrouve à la retraite, on est un peu, je dirais, désemparé. Souvent, on a perdu le tour de se faire des amis, on ne sait pas où aller exactement. Les bars, ce n'est pas nécessairement intéressant. Quand on se rend dans une activité quelconque, on ne sait pas si les gens qui sont là ont envie de rencontrer d'autres personnes. Et puis, alors, on ne sait pas trop où aller. Avec les retraités proactifs du Québec, bien, je me trouve à avoir créé comme un genre de... Moi, j'appelle ça un réservoir. C'est comme un grand réservoir qui a présentement 19 000 personnes, de gens qui, tous, ont adhéré au groupe parce qu'ils voulaient rencontrer d'autres gens. Alors, c'est comme si la glace était déjà cassée quand on se rend dans une activité du groupe. On sait déjà que les autres participants ont envie de nous rencontrer et qu'ils ne nous rejetteront pas là, au départ. Alors là, vous avez 19 000 membres, oui, répartis dans la province de Québec. Partout dans la province. Partout dans la province. Alors vous devez avoir évidemment dans les grandes villes des noyaux qui sont plus importants, c'est sûr. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est comme n'importe quelle, appelons ça une entreprise, c'est quelque chose qui est en développement. Présentement, dans la grande région de Montréal, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'activités. Moi, j'ai commencé ça sur la Rive-Sud, alors c'était très actif sur la Rive-Sud. Ça s'est développé à Montréal, ça s'est développé dans la Couronne Nord. Beaucoup dans la Couronne Nord, d'ailleurs. On a beaucoup d'événements qui sont là, dans la région de Terrebonne. Et là, tranquillement, ça commence à se développer ailleurs. Il y a des activités qui se font dans la région de Shawinigan, de Québec, en Estrie. Il y a beaucoup de choses qui se développent en Estrie aussi. On m'a demandé récemment des renseignements à Gatineau aussi, c'était possible de développer des activités là. Et c'est ça, même dans le bout de Saint-Jérôme, Saint-Agathe, c'est dans les Laurentides, ça se développe. De quel type sont la majorité de vos événements? Quel genre d'événements vous faites? Ben, c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est un groupe où on laisse pleinement aux gens la possibilité de créer et d'imaginer eux-mêmes le genre d'événement qu'ils veulent avoir. Ça peut être n'importe quoi. On peut organiser, comme ce matin... Donnez-moi des exemples, bon, par exemple. Un brunch, un 5 à 7, mais
un pique-nique, une partie de pêche, un cours de peinture sur soie, du bowling, du billard. Bon, par exemple, la semaine prochaine, je fais visiter la centrale électrique de Beauharnois. Ça peut être littéralement n'importe quoi. Tiens, aller voir les oies en pleine migration. Tout ce qu'une personne a envie de faire et qu'elle n'a pas envie de faire seule, elle n'a qu'à créer un événement pour que les gens s'inscrivent pour y aller avec elle. Alors, il y a des milliers de possibilités. Alors, comment on fait pour rejoindre votre groupe facilement, M. Racicot? Oui, alors c'est sur Facebook. On demande les retraités proactifs du Québec et on demande à s'inscrire et par la suite, on a accès à tous les événements et tout ce qui se passe présentement dans le groupe. Et ça fait combien de temps qu'il existe, ce groupe? Ça fait pas 3 ans encore. Donc, ça répond à un besoin assez manifeste. Donc, c'est un grand succès. Alors, on va essayer de le diffuser le plus possible. Et c'est une très belle initiative. Je vous remercie. Alors, je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup. Bon, bien voilà un portrait qui est fort intéressant et qui est très méritoire aussi. Hein? Sortir les personnes aînées de l'isolement, de la solitude, c'est important. Et généralement, la réponse des aînés, elle est bonne, elle est très forte. Les gens aiment ça, se rencontrer, faire tout ça. Oui, c'est un gros succès. Bon, parlant de succès, on a un autre qui est malheureusement, c'est un succès, c'est la fraude. C'est une activité qui évolue très vite. Ben oui, Alain, vous parliez des gens qui bénévolent chez les aînés. Eh bien, de plus en plus, il y en a qui volent les aînés parce que c'est devenu une industrie très prospère. Et même, on voyait récemment dans la presse que le crime organisé à Montréal a les deux mains dedans et fait beaucoup d'argent avec ça. Alors, évidemment, on a parlé des fraudes téléphoniques, on a parlé des fraudes grand-père, on a parlé des gens qui se font passer pour des employés de banque, toutes des choses qui se font à distance. Mais il y a une nouvelle fraude qu'on a découvert récemment. Ce sont des gens qui volent les aînés dans les endroits où ils sont. Alors, la chose se passe comme ça. Mettons, vous avez une brave dame qui se promène avec sa marchette ou son déambulateur à côté de la RPA où elle habite ou à côté de sa maison. Et là, il y a une voiture avec deux personnes, deux femmes en général, qui s'arrêtent à côté d'elle et qui lui demandent un chemin, une indication, une information. Et la dame qui a vraiment envie de faire plaisir à ses concitoyens, elle leur répond, elle leur donne des informations, elle les guide. Et suite à ça, en général, elles sont deux. Alors, il y a deux dames qui descendent de la voiture qui remercient infiniment cette brave dame pour toutes les informations qu'elles leur ont données. Et pour la remercier, ils vont lui offrir un petit collier en pacotille qui vont lui passer autour du cou. Et comme ça, c'est vraiment une forme de remerciement. Et en même temps, ces deux femmes, qui sont souvent des gens des pays de l'Est, très habiles là-dessus, lui volent son collier, sa montre, et tout ce qu'elle peut avoir pas loin, et elle se rend pas compte de rien, et elle rentre dans son RPA, et là, elle s'aperçoit qu'elle a été dévalisée. Alors, c'est un nouveau type de fraude dont on n'avait pas entendu parler. Bon, on connaissait ça avec les touristes en Europe ou dans d'autres pays, mais ça maintenant, ça s'attaque aux aînés de chez nous. Alors, faites attention, si une personne vous demande des informations, si elle reste dans sa voiture, vous pouvez lui donner ces informations, mais si elle descend de sa voiture, courez, partez en courant. Alors, les dames, l'exemple que je vous donne, la dame est rentrée dans son RPA, on a parlé au directeur, et le directeur lui a dit, non, on porte pas plainte parce que ça pourrait nuire à l'image de notre maison de retraite. Ah, ça c'est terrible, ça. Ouais, non, ne pas porter plainte pour pas nuire à l'image. Et premièrement, honte à ceux qui détroussent les vieux, puis les faibles. Et puis, honte à ceux qui
qui reculent devant leurs responsabilités. Non, il faut porter plainte, il faut que la police le sache. Ça. Oui, exactement. Alors, ça commence un peu à se savoir, mais oui, c'est vrai, honte à ce directeur de RTA qui ne voulait pas porter plainte pour ne pas nuire à l'image de son organisme. Alors, c'est un nouveau type de fraude, ça s'ajoute à toutes les fraudes dont les aînés sont victimes, et il faut être méfiant. Tout le temps, 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 tout le temps. Malheureusement, de plus en plus, il y en aura, de plus en plus, Internet est vraiment une source de fraude incroyable. Alors, soyez très prudents. Si vous avez des choses à faire sur Internet ou des choses à répondre, faites-vous aider par des amis, par vos enfants, vos petits-enfants, mais prenez jamais de décision rapide, par exemple sur Internet. Ça évitera quand même beaucoup de fraude. Et de ce temps-là, moi, je reçois beaucoup d'appels qui viennent de Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario, des Maritimes, un paquet d'interurbains comme ça, des numéros que je ne connais pas et auxquels je ne réponds plus. Et habituellement, ces numéros-là, c'est de la fraude. Ce sont des ordinateurs qui appellent, donc ils peuvent faire des dizaines, des centaines d'appels par jour. Et vraiment, c'est une plaie. Donc, moi, la ligne de conduite que je me suis donnée, quand je ne reconnais pas le numéro, je ne réponds pas. Et s'il n'y a pas de message, j'élimine et je bloque ce numéro-là. S'il y a un message, ben là, je rappelle la personne. C'est tout. Très bonne précaution. Alors, juste avant de terminer, ben, je vous signale qu'il faudra surveiller le budget fédéral le 4 novembre. Qu'est-ce qu'il y aura pour les aînés? Plus précisément, que restera-t-il du gâteau après que la défense aura reçu son gros morceau? Qu'est-ce qu'il n'y aura pas pour les aînés? C'est ça. On est bien d'accord que le Canada respecte enfin ses engagements financiers vis-à-vis de l'OTAN, entre autres. On comprend aussi qu'il y a des menaces à notre souveraineté dans le Grand Nord. Il faut vraiment investir, se protéger, il faut réagir. Mais il y a deux questions qui se posent avec les budgets de défense. C'est les investissements se feront-ils aux dépens des programmes sociaux? Et quelles seront les conséquences pour les aînés? C'est à suivre de près au mois de novembre. Alors, merci de votre collaboration, Dominique. Merci, cher public. N'oubliez pas de faire circuler cet enregistrement. Et n'oubliez pas, surtout, d'ici la prochaine fois, profitez de la vie.